Ma famille m'a dit, tu n'as même pas de famille, et a ensuite essayé d'emménager chez moi à mon insu. Caitlin Reynolds, âgée de 34 ans, découvre que sa famille, avec laquelle elle avait coupé les ponts, tente d'accéder à la maison dont elle vient d'hériter en manipulant sa voisine âgée. Elle les surprend en plein déménagement avec un camion de location rempli de meubles devant sa propriété, alors qu'elle était censée être en voyage d'affaires. Les paroles cruelles de sa sœur, prononcées 5 ans auparavant, résonnent dans son esprit. Tu n'as même plus de famille, alors arrête de faire semblant d'en avoir une. Ironiquement, cette même famille prétend maintenant avoir droit à sa propriété, car la famille doit aider un membre de la famille dans le besoin. Si vous avez déjà ressenti ce coup de poignard de la trahison de la part des personnes même qui auraient dû vous soutenir, cette histoire pourrait vous sembler bien trop familière. Je me souviens encore d'être là, les clés à la main, à regarder ma soi-disant famille essayer de venir vider ma maison comme si je n'existais même pas, avant que je ne vous raconte comment ce cauchemar s'est déroulé et la justice qui a finalement été rendue, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si les drames familiaux et le doux karma sont votre tasse de thé, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. Ayant grandi à Portland, je croyais que nous étions la famille parfaite. Notre maison de classe moyenne sur Maple Street n'était pas luxueuse, mais elle était remplie de rire et de ce que je pensais être de l'amour. Ma mère, Evelyn, travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Mon père, Richard, dirigeait une entreprise de construction modérément prospère. Ma sœur aînée, Madison, était l'enfant chéri de la famille. Et mon jeune frère, Connor, était le bébé que tout le monde adorait. J'étais l'enfant du milieu, la pacificatrice, celle qui essayait de rendre tout le monde heureux. Les fissures dans les fondations de notre famille n'étaient pas évidentes au début. En y repensant, je peux voir les petites fractures qui allaient finalement tout briser. L'entreprise de mon père a commencé à avoir des difficultés quand j'avais 17 ans. La récession de 2008 nous a durement frappés, et en quelques mois, Reynolds Construction déposait le bilan. Papa a changé après ça. L'homme jovial qui me faisait tournoyer dans le salon est devenu distant, noyant ses échecs dans le whisky la plupart des soirs. Ton père traverse juste une mauvaise passe, disait maman quand j'exprimais mon inquiétude. C'est notre travail de le soutenir, pas de le critiquer. Mais le soutien ne suffisait pas. Les disputes entre mes parents se sont intensifiées, généralement à propos de l'argent. Maman a commencé à prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital, rentrant à la maison épuisée et pleine de ressentiment. L'alcoolisme de papa a empiré. Madison, alors à l'université, ne rentrait que rarement à la maison, prétendant qu'elle devait se concentrer sur ses études. En réalité, elle fuyait le champ de bataille qu'était devenu notre maison. À ma dernière année de lycée, le divorce était inévitable. Je me souviens de la nuit où ils nous l'ont annoncé. Connor avait 15 ans, encore assez jeune pour pleurer ouvertement. Madison, de retour pour le week-end de l'Université d'État de Portland, a immédiatement pris le parti de maman. « Comment as-tu pu nous faire ça » a-t-elle crié à papa, tandis que maman se tenait à côté avec une expression satisfaite qui me glaça le sang. Je suis restée silencieuse, comprenant qu'il n'y avait pas de gagnant dans cette guerre. Le divorce a été finalisé 3 mois avant que je ne parte pour l'université. J'ai choisi une université à 4 heures de route, ayant besoin de m'éloigner de cette toxicité. Maman a eu la maison et la garde principale de Connor. Papa a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, promettant de rester impliqué dans nos vies. Ces promesses, comme tant d'autres, se sont rapidement évaporées. Pendant que j'étais à l'université à étudier le commerce avec une spécialisation en immobilier, la dynamique familiale a changé radicalement. Maman est passée de l'infirmière fatiguée mais attentionnée à quelqu'un que je reconnaissais à peine. Son amertume face au divorce la consumait. Elle parlait en mal de papa à quiconque voulait bien l'écouter, y compris Connor, qui absorbait chaque mot. Madison, toujours la préférée de maman, est devenue sa confidente et son alliée. Elles étaient étrangement similaires, toutes deux belles, charismatiques et douées pour la manipulation affective. Madison a abandonné l'université après 2 ans, prétendant vouloir poursuivre d'autres opportunités. Ces opportunités ne se sont jamais concrétisées en quelque chose de substantiel, mais maman défendait chacune de ses décisions. « Ta sœur est une entrepreneuse dans l'âme », me disait-elle lors de nos appels téléphoniques de plus en plus inconfortables. Tout le monde n'a pas besoin d'un diplôme pour réussir. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché un poste dans une agence immobilière respectée à Portland. Revenir était une décision difficile,
mais je me sentais responsable envers ma famille malgré nos relations tendues. Connor commençait l'université à ce moment-là, suivant les traces de Madison à l'université d'État de Portland. Ses frais de scolarité étaient en partie couverts par mon soutien financier. C'est là que le schéma est devenu clair. Chaque réunion de famille se transformait en une subtile tentative de me soutirer de l'argent. Madison avait besoin d'argent pour une réparation de voiture. Les manuels de Connor étaient étonnamment chers. Le toit de maman fuyait. Papa, désormais à peine présent, refaisait surface de temps en temps pour demander des prêts qu'il ne remboursait jamais. J'aidais quand je pouvais, établissant des limites qui étaient constamment mises à l'épreuve. À mesure que ma carrière progressait et que ma situation financière s'améliorait, les demandes augmentaient en fréquence et en montant. Madison, à 28 ans, a décidé qu'elle voulait ouvrir une boutique en centre-ville. Elle n'avait pas de plan d'affaires, aucune expérience dans le commerce de détail et aucune économie. J'ai besoin de 25 000 $ pour les frais de démarrage, a-t-elle annoncé lors d'un dîner dominical chez maman il y a 5 ans. Tu peux te le permettre. Ta commission sur cette propriété au bord de l'eau le mois dernier était le double de ça. J'avais travaillé 60 heures par semaine pendant des mois pour conclure cette affaire. La commission était substantielle, oui, mais je l'avais réservée pour un apport personnel pour ma propre maison, quelque chose pour lequel je travaillais depuis des années. Je ne peux pas te donner autant d'argent, Madison. Peut-être que je pourrais t'aider à élaborer un plan d'affaires et à approcher une banque pour un prêt en bonne et due forme. La température dans la pièce a chuté instantanément. Maman a posé sa fourchette avec un bruit sec. Connor fixait son assiette. Le visage de Madison s'est tordu de rage. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu vas vraiment être aussi égoïste? Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, exactement? Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir, des années de frustration remontant à la surface. Je soutiens tout le monde depuis que j'ai mon diplôme. J'ai aidé pour les frais de scolarité de Connor. J'ai payé pour tes réparations de voiture 3 fois cette année seulement. Maman s'est levée, sa chaise raclant contre le parquet. Comment oses-tu nous jeter ça à la figure? C'est ce que fait la famille. On s'entraide. Non, c'est ce que je fais. Quand est-ce que l'un de vous m'a aidé pour la dernière fois? La dispute s'est rapidement envenimée. Des années de ressentiment ont jailli de toutes parts. Madison m'a traité d'égoïste et d'arrogante. Connor m'a accusé de me croire meilleur que tout le monde. Maman a porté le coup de grâce. Tu as changé, Caitlin. L'argent t'a rendue froide. Si tu ne peux pas être là pour ta famille quand nous avons besoin de toi, alors peut-être que tu ne fais plus vraiment partie de cette famille. Madison a hoché la tête en signe d'accord. Tu n'as même plus de famille, alors arrête de faire semblant d'en avoir une. Je suis parti cette nuit-là, les larmes coulant sur mon visage, leurs mots me blessant plus profondément qu'ils ne pouvaient l'imaginer. C'était la dernière fois que je mettais les pieds dans la maison de ma mère. La dernière fois que j'étais dans la même pièce que tous. 5 années de silence ont suivi, rompues seulement par les SMS occasionnels de Connor quand il avait besoin de quelque chose. Pendant ces 5 années, je me suis construit une vie. J'ai excellé au travail, devenant agent senior en 3 ans. J'ai cultivé des amitiés qui sont devenues ma famille de cœur. Rachel, que j'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage d'affaires locales, est devenue la sœur que j'aurais aimé avoir. Thomas, un avocat qui m'a aidé pour une vente immobilière compliquée, est devenu un ami de confiance et un compagnon de dîner occasionnel. Je n'ai gardé le contact qu'avec un seul membre de ma famille biologique, la sœur de mon père, tante Patricia. Elle s'était éloignée de la famille des années auparavant, étiquetée comme difficile par ma mère. En réalité, elle avait simplement refusé d'être manipulée. Nous nous retrouvions pour un café tous les quelques mois, partageant des histoires et construisant une relation authentique basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Tante Patricia ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Elle vivait seule dans une belle maison de style craftsman à Laurelhurst, l'un des quartiers les plus prisés de Portland. Elle a travaillé comme bibliothécaire jusqu'à sa retraite, vivant modestement mais investissant judicieusement. Nous ne parlions jamais d'argent. Nos conversations portaient sur les livres, les voyages et parfois l'histoire de la famille, les bons moments, avant que tout ne s'effondre. Quand tante Patricia est décédée paisiblement dans son sommeil à 78 ans, j'ai profondément pleuré la femme qui m'avait montré ce que signifiait réellement l'amour inconditionnel. J'ai été choqué lorsque son avocat m'a contacté au sujet du testament. Patricia m'avait tout laissé,
et plus particulièrement sa maison, d'une valeur d'environ 850 000 $ sur le marché en plein essor de Portland. Elle voulait que vous l'ayez, m'a dit Maître Harmon, son avocat, lors de la lecture. Elle a dit que vous étiez la seule à la voir pour ce qu'elle était, et non pour ce que vous pouviez obtenir d'elle. J'ai emménagé dans la maison 2 mois plus tard, après avoir réglé la succession. La maison Craftsman des années 1920, avec ses boiseries d'origine, ses vitraux et son porche enveloppant, m'a immédiatement semblé être un foyer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti installé, en paix, comme si j'avais enfin un sol solide sous mes pieds. Cette paix a duré exactement 3 mois et 17 jours. Le premier signe de problème est apparu sous la forme d'une demande d'amis sur Facebook de la part de Madison. 5 ans de silence, et soudain elle voulait renouer via les médias sociaux. Je l'ai d'abord ignorée, supposant qu'elle avait cliqué sur mon profil par accident. Puis un SMS de Connor est arrivé. « Salut sœurette, ça fait longtemps. Comment va la vie ?» Comme si nous avions simplement perdu le contact plutôt qu'il m'ait explicitement dit que je ne faisais plus partie de la famille. J'ai répondu poliment mais brièvement, curieuse de cet intérêt soudain pour mon existence. Le message vocal de ma mère est arrivé 3 jours plus tard. « Caitlin, c'est ta mère. Je pense qu'il est temps de laisser le passé derrière nous. La famille, c'est la famille, après tout. Rappelle-moi quand tu auras ce message. » Aucune reconnaissance de la blessure qu'ils avaient causée. Juste une attente que je les accueille avec empressement dans ma vie. Pourtant, une petite partie de moi, celle qui aspirait encore à la famille que je pensais avoir en grandissant, se demandait si une réconciliation était possible. J'ai accepté de retrouver Madison pour un café dans un lieu neutre en centre-ville. Elle avait la même apparence, peut-être un peu plus usée. Son sac à main de créateur était éraflé, sa manucure écaillée de petits détails que mon œil d'agent immobilier ne pouvait s'empêcher de remarquer. « Tu as l'air en pleine forme », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Le succès te va bien, de toute évidence. »« Merci. Comment vas-tu ?»« Oh, tu sais, des hauts et des bas. Derek et moi nous sommes mariés il y a 3 ans. Nous avons 2 enfants maintenant. Emma a 2 ans, et Jackson a 11 mois. Je ne savais pas qu'elle était mariée, encore moins mère. La prise de conscience de la manière dont j'avais été complètement exclu de leur vie m'a piqué malgré tout. Félicitations. C'est merveilleux. Oui, ce sont des enfants formidables. Super intelligents, comme leur tante. Elle a souri, tendant la main sur la table pour toucher la mienne. J'ai résisté à l'envie de la retirer. Tu manques vraiment à maman. Tu sais, elle parle de toi tout le temps. C'est surprenant. Madison a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Écoute, les choses se sont envenimées cette nuit-là. Des choses ont été dites qui n'auraient pas dû l'être. Nous étions tous sous beaucoup de stress. Tu m'as dit que je n'avais plus de famille. Elle a grimacé. J'étais en colère. Tu sais comment je suis quand je suis en colère. Je dis des choses que je ne pense pas. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant près d'1 heure, Madison évitant habilement toute véritable excuse tout en laissant tomber des indices sur leur situation actuelle. Derek était entre 2 emplois depuis un certain temps. Leur appartement n'était pas idéal pour des enfants en pleine croissance. Maman avait quelques problèmes de santé mais ne voulait pas me surcharger avec les détails. Je suis parti avec un sentiment de malaise, mon instinct criant à la prudence tandis que mon cœur murmurait à propos de seconde chance. Au cours des 2 semaines suivantes, le contact s'est intensifié. Connor m'a invité à déjeuner. Maman a appelé 2 fois de plus. Même le mari de Madison, Derek, que je n'avais jamais rencontré, a envoyé un SMS amical pour se présenter. Puis est venue la nouvelle que je devais me rendre à Seattle pour une conférence immobilière d'1 semaine et une visite de propriété. Je représenterai notre entreprise à plusieurs événements de réseautage de haut niveau, une opportunité importante qu'on ne pouvait pas manquer. Madame Finlay, ma voisine de 78 ans, qui avait été l'amie de tante Patricia pendant des décennies, a accepté de relever mon courrier et de garder un œil sur la maison pendant mon absence. Ne vous inquiétez de rien, ma chère, m'a-t-elle assuré, acceptant la clé de rechange que je lui ai offerte uniquement pour les urgences. Patricia et moi avons veillé l'une sur l'autre pendant 40 ans. Je suis heureuse de continuer la tradition avec vous. Je suis parti pour Seattle un lundi matin, l'esprit concentré sur les opportunités d'affaires à venir plutôt que sur la réapparition soudaine de ma famille dans ma vie. La conférence était productive. Des contacts ont été établis.
Des affaires potentielles ont été discutées. Tout se passait comme prévu jusqu'au mercredi après-midi, lorsque mon téléphone a sonné pendant une session en petit groupe. Caitlin, c'est Madame Finlay. Je suis désolé de vous déranger pendant votre conférence, mais quelque chose d'étrange se passe chez vous. Je suis sorti dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Que se passe-t-il? Eh bien, des membres de votre famille sont passés demander la clé de rechange. Ils ont dit que vous saviez qu'ils venaient déposer des affaires pendant votre absence. Mon sang se glaça. Ma famille? Qui exactement? Votre sœur Madison, je crois, et un jeune homme qui a dit qu'il était votre frère. Ils étaient très insistants sur le fait que vous leur aviez demandé d'apporter des meubles aujourd'hui spécifiquement. Madame Finlay, je ne leur ai rien demandé. Leur avez-vous donné la clé? Non, ma chère. Quelque chose ne me semblait pas normal. Patricia m'a toujours dit de faire attention à sa famille. Elle disait qu'il ne venait que lorsqu'il voulait quelque chose. Un soulagement m'envahit. Vous avez bien fait. S'il vous plaît, ne donnez accès à ma maison à personne, quoi qu'ils disent. Bien sûr que non. Mais Caitlin, il semblait très déterminé. Ils ont dit qu'ils reviendraient demain avec la preuve que vous étiez au courant de cet arrangement. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement réservé un vol de retour pour Portland, prévu pour arriver tôt le lendemain matin. J'ai envoyé des emails d'excuses aux organisateurs de la conférence, prétextant une urgence familiale. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Le sommeil m'a fui cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Le vol a atterri à 8h43. J'ai pris un VTC directement de l'aéroport à ma maison, l'anxiété montant à chaque kilomètre. En tournant dans ma rue, je l'ai vu, un grand camion de déménagement garé dans mon allée, sa porte arrière ouverte pour révéler des meubles et des cartons. Un homme que je ne reconnaissais pas portait une table basse vers mon Porsche, où d'autres cartons étaient empilés. Madison se tenait dans l'allée, un presse-papier à la main, indiquant à 2 déménageurs où placer les choses. Elle était si concentrée sur sa tâche qu'elle n'a remarqué mon arrivée que lorsque j'étais à 10 pieds, valise toujours à la main. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Ma voix est sortie plus ferme que je ne me sentais. Madison sursauta, son presse-papier tombant au sol avec un bruit sec. Caitlin. Tu es censée être à Seattle jusqu'à lundi. Clairement. C'est pour ça que tu as choisi ce moment pour emménager dans ma maison. Parce que tu pensais que je ne serais pas là pour t'en empêcher? Son visage rougit, mais elle se reprit rapidement. Ne sois pas dramatique. On apporte juste quelques affaires. Maman a pensé que ce serait sympa de te faire la surprise avec quelques héritages de famille. Des héritages de famille dans un camion de déménagement? Essaie encore, Madison. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et ma mère apparut, l'air surpris de me voir. Derrière elle, Connor apparut dans l'embrasure de la porte, les bras chargés de ce qui ressemblait à un mètre ruban et des bloc-notes. Que faites-vous à l'intérieur de ma maison? Ai-je exigé en me dirigeant vers le porche. Comment êtes-vous entré? Maman tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Caitlin, chérie, calme-toi. Il y a une explication parfaitement raisonnable à tout cela. J'écoute. Eh bien, quand nous avons appris que Patricia t'avait laissé cette belle maison, nous étions si heureux pour toi. Mais il semblait stupide que tu te balades toute seule dans cette grande maison alors que nous pourrions nous entraider. Nous entraider, ai-je répété platement. Oui. Le bail de Madison et Derek est terminé, et tu sais à quel point les locations à Portland sont devenues chères. Maman a quelques problèmes de santé et aurait besoin de la famille à proximité. Il semblait donc logique que nous emménagions ensemble. Une grande famille heureuse, comme tu l'as toujours voulu. Leur audace était à couper le souffle. Je l'ai bousculé pour entrer dans ma propre maison, trouvant le salon en désordre. Certains de mes meubles avaient été poussés contre les murs. Dans la cuisine, mes armoires soigneusement organisées étaient ouvertes, la vaisselle réarrangée pour faire de la place à des ustensiles de cuisine inconnus. Sortez, dis-je doucement en me tournant vers eux. Vous tous, sortez de ma maison tout de suite. Allons, Caitlin, commença maman, sa voix prenant le ton condescendant dont je me souvenais de mon enfance, je sais que c'est une surprise, mais si tu y penses. J'ai dit, sortez. C'est une violation de domicile. C'est ma maison, pas la vôtre. Je ne vous ai jamais invité ici. Je n'ai jamais accepté que quelqu'un emménage. Connor s'avança,
les mains levées de manière apaisante. Sœurette, on pensait que tu serais contente. Tu as toujours dit que tu voulais que la famille se réunisse. C'était avant que vous ne me disiez tous que je n'étais plus de la famille. Avant 5 ans de silence. Avant que vous n'essayiez d'emménager dans ma maison dans mon dos. Une minivan s'est garée derrière le camion de déménagement, et Derek est sorti, l'air confus. 2 jeunes enfants étaient attachés dans des sièges auto à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il appelé. Pourquoi les déménageurs ne rentrent pas les affaires? Madison se précipita vers lui, parlant avec urgence à voix basse. Son expression s'assombrit en me regardant. C'est de la folie, dis-je en sortant mon téléphone. J'appelle la police. Tu appellerais la police sur ta propre famille. La voix de maman monta de façon dramatique. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, maman? À part me dire que je ne faisais plus partie de la famille? À part essayer de voler ma maison? On ne vole rien, intervint Madison en nous rejoignant sur le porche. La famille est de la famille. C'est ce que Patricia aurait voulu. La mention du nom de ma tante fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. N'ose pas parler de Patricia. Tu ne lui as jamais rendu visite. Tu ne l'as jamais appelée. Tu n'as pas assisté à ses funérailles. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle aurait voulu. C'était aussi notre tante, marmonna Connor. Sortez maintenant, ou j'appelle la police. C'est votre seul avertissement. Ils ne m'ont pas cru. Peut-être pensaient-ils que la loyauté familiale finirait par l'emporter ou que je ne voudrais pas faire de scène dans le quartier. Ils avaient tort sur les 2 points. 10 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés, répondant à mon signalement d'intrus refusant de quitter ma propriété. Le drame familial qui s'est déroulé sur ma pelouse ce matin-là aurait été mortifiant si j'avais encore un investissement émotionnel dans ces personnes. Maman a versé des larmes théâtrales sur sa fille ingrate. Madison a alterné entre la rage et une fausse inquiétude pour mon état mental. Connor avait surtout l'air mal à l'aise pendant que Derek remettait leurs enfants dans la minivan, ne voulant clairement aucune part de ce spectacle public. Les officiers, à leur crédit, sont restés professionnels tout du long. Ils ont vérifié que j'étais bien la propriétaire de la propriété, ont examiné ma pièce d'identité et ont fermement mais poliment ordonné à ma famille de retirer immédiatement leurs affaires de ma propriété. Mais où sommes-nous censés aller, a gémi Madison en désignant le camion de déménagement. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement. Ce n'est pas le problème de mademoiselle Reynolds, madame, a déclaré calmement la policière. Ceci est sa propriété privée, et elle a le droit de déterminer qui y entre. Je me tenais sur le porche, les bras croisés, les regardant charger à contre-cœur leurs cartons dans le camion. La réalité de ce qu'ils avaient tenté de faire commençait à peine à s'imposer. Ils avaient prévu d'emménager dans ma maison sans permission. Ils avaient essayé de manipuler ma voisine âgée. Ils avaient réussi à s'introduire chez moi pendant mon absence. Alors que le camion s'éloignait enfin du trottoir, Madison a baissé la vitre du passager et a crié « Ce n'est pas fini, Caitlin. La famille, c'est pour toujours, que ça te plaise ou non. » L'ironie de ces paroles ne m'a pas échappé. Il y a 5 ans, je n'étais pas de la famille. Maintenant, soudainement, la famille était éternelle quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'ai remercié les officiers, j'ai fermé et verrouillé ma porte d'entrée, et je me suis effondré sur le sol, tremblante d'un mélange de colère, de choc et d'un étrange sentiment de soulagement. Ils avaient montré leur vrai visage d'une manière impossible à mal interpréter. Les doutes persistants que j'avais sur le fait de les rayer de ma vie avaient disparu. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que ce n'était que le début. Ma famille n'allait pas abandonner si facilement. Pas quand ils avaient déjà tant investi dans leur plan pour prendre le contrôle de ma maison et peut-être bien plus encore. La confrontation sur ma pelouse a marqué le début de ce que j'appelle maintenant le siège. Ayant échoué dans leur première tentative d'emménager pendant mon absence, ma famille a changé de tactique. Au lieu de reculer, ils ont redoublé d'efforts, semblant déterminés à muser par la persistance et la manipulation. Cela a commencé par des appels téléphoniques et des tentatives constantes et incessantes de me contacter de la part de différents membres de la famille. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont utilisé d'autres téléphones. Quand j'ai cessé de répondre aux numéros inconnus, ils ont laissé des messages vocaux. Les messages allaient des excuses larmoyantes aux menaces à peine voilées, tous centrés sur un thème principal, j'étais égoïste, déraisonnable et cruel envers ma pauvre famille dans le besoin. Caitlin, c'est ta mère. Je ne t'ai pas élevée comme ça.
Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous, mes enfants, c'est ainsi que tu me remercies? En laissant ta propre famille à la rue? Salut sœurette, c'est Connor. Écoute, les choses ont dérapé, mais tu n'avais pas à embarrasser tout le monde devant tout le quartier. Maman est vraiment bouleversée. Au moins, rappelle-la. C'est Madison. J'espère que tu es heureuse de savoir que ta nièce et ton neveu dorment sur un matelas pneumatique dans le sous-sol des parents de Derek parce que leur tante au cœur de pierre se soucie plus d'avoir une maison immense pour elle seule que d'aider la famille. J'ai sauvegardé chaque message, une décision qui se révélerait sage plus tard. Pour l'instant, cependant, j'essayais simplement de maintenir ma routine normale tout en traitant le choc de ce qui s'était passé. Le premier lundi après l'incident, je suis retourné au travail, essayant de me concentrer sur mes clients et mes annonces plutôt que sur mon drame personnel. Ce plan a rapidement déraillé lorsque ma mère s'est présentée à mon bureau vers midi. « Caitlin Reynolds, s'il vous plaît », l'ai-je entendu dire à la réceptionniste en revenant d'une réunion avec un client. Je suis sa mère. C'est une urgence. Je me suis figé dans le couloir, regardant maman tamponner ses yeux avec un mouchoir. Elle avait toujours été théâtrale, mais cette performance méritait un prix. Elle portait un cardigan que je n'avais jamais vu auparavant qui la faisait paraître plus fragile, plus vulnérable. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient légèrement en désordre. « Madame Reynolds », dit doucement notre réceptionniste, Alicia. « Si vous pouviez vous asseoir, je vais voir si Caitlin est disponible. »« C'est bon, Alicia », dis-je en m'avançant. « Je vais m'en occuper. » L'expression de ma mère passa rapidement de la détresse au triomphe, puis à une inquiétude calculée lorsqu'elle réalisa que d'autres regardaient. « Caitlin, chérie, Dieu merci. J'ai été si inquiète. » Je l'ai conduite dans une petite salle de conférence, fermant fermement la porte derrière nous. « C'est mon lieu de travail. Quoi que tu fasses, ça doit cesser maintenant. Je n'aurais pas à venir sur ton lieu de travail si tu répondais à ton téléphone, a-t-elle rétorqué. Je m'inquiète pour toi, vivant toute seule dans cette grande maison, te coupant de la famille. Je ne suis pas seule. J'ai des amis. J'ai des collègues. J'ai une vie qui allait parfaitement bien jusqu'à ce que vous décidiez tous de vous y immiscer. » Elle a balayé mes paroles comme si elles n'avaient aucune importance. Les amis ne sont pas la famille, Caitlin. Tu as besoin de nous, que tu le réalises ou non. La mort de Patricia t'a manifestement profondément affecté. Tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années. Maintenant, s'il te plaît, pars avant de nuire à ma réputation professionnelle. C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas? Ta carrière, ton argent, ta maison. Et les gens? Et les relations? Les relations sont basées sur le respect et la confiance, deux choses que tu ne m'as pas montrées. La conversation s'est détériorée à partir de là. Au moment où j'ai finalement réussi à la convaincre de partir, plusieurs de mes collègues s'étaient rassemblés dans le couloir, faisant semblant de ne pas écouter l'échange de plus en plus houleux. Mon patron, Martin, m'a prise à part par la suite, son expression inquiète. « Tout va bien, Caitlin? » Des problèmes familiaux. Je lui ai donné la version abrégée, soulignant que je gérais la situation et que cela n'affecterait pas mon travail. Il a semblé satisfait de cette explication, mais je pouvais dire que l'incident avait déclenché des rumeurs au bureau. Génial. C'est tout ce dont j'avais besoin. La visite au travail n'était que le début. Le lendemain, Madison m'a, accidentellement, rencontré dans mon café préféré. Le surlendemain, Connor s'est présenté à la salle de sport où j'avais un abonnement. Ils étaient partout soudainement, comme s'ils avaient suivi mes routines pendant des semaines. Peut-être l'avaient-ils fait. L'incident le plus troublant est survenu 10 jours après la débâcle du camion de déménagement. Je suis rentré du travail pour trouver les deux enfants de Madison assis sur mon porche, une petite valise à côté d'eux. Emma, l'aînée, m'a regardé avec des yeux solennels. « Êtes-vous tante Caitlin? Maman a dit d'attendre ici pour vous. » Mon cœur s'est serré. « Où est ta maman, ma chérie? » Elle devait faire des courses. Elle a dit que vous nous garderiez un petit moment. Un petit moment s'est transformé en 5 heures. Pas de mots. Aucun moyen de contacter Madison, car elle ne répondait pas à son téléphone. Deux enfants confus, finalement affamés et fatigués qui me connaissaient à peine, déposés sur mon seuil comme des colis. Je leur ai préparé le dîner, trouvé du papier et des crayons pour dessiner, et j'ai essayé de les mettre à l'aise tout en bouillonnant intérieurement de l'irresponsabilité de Madison.
Quand elle est finalement revenue, elle a agi comme si elle n'avait rien fait de mal. Merci de les avoir gardés. N'était-ce pas agréable de passer du temps avec ta nièce et ton neveu? Ils mouraient d'envie de faire connaissance avec leur tante. Ne refais plus jamais ça, lui ai-je dit, la voix basse pour que les enfants n'entendent pas, c'était de la manipulation, utiliser tes propres enfants comme des pions. Elle a eu l'audace de paraître offensée. J'avais un entretien d'embauche d'urgence. Derek fait un double service. Nous n'avons pas d'argent pour des babysitter en ce moment. Alors tu appelles et tu demandes. Tu n'abandonnes pas tes enfants sur le porche de quelqu'un sans avertissement. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas un abandon. C'est la famille qui est de la famille. Encore cette phrase, la famille qui est de la famille. Comme si c'était une incantation magique qui justifiait tout comportement, aussi inapproprié ou inconsidéré soit-il. L'incident qui m'a finalement poussé à prendre des mesures légales s'est produit 3 semaines après la confrontation avec le camion de déménagement. J'ai été réveillé à 2h17 du matin par des coups violents sur ma porte d'entrée. Désorienté et effrayé, j'ai vérifié le flux de ma caméra de sécurité, nouvellement installée après l'effraction, pour voir Connor titubant sur mon porche, clairement ivre. « Caitlin, ouvre. On doit parler », a-t-il crié, assez fort pour réveiller le quartier. J'ai appelé la police plutôt que d'ouvrir la porte, regardant à travers la caméra alors qu'il continuait de frapper et de crier. Quand il a commencé à essayer les poignées de porte et à secouer les fenêtres, ma peur s'est transformée en colère. C'était de l'intimidation, pure et simple. La police est arrivée rapidement, trouvant Connor en train d'essayer de forcer une fenêtre latérale. Ils l'ont interpellé, et j'ai déposé une plainte, les mains tremblantes en signant les papiers. L'officier m'a demandé si je voulais porter plainte pour tentative d'effraction. C'est mon frère, dis-je, les mots me restant dans la gorge. Les problèmes familiaux peuvent être les plus compliqués, madame, a répondu gentiment l'officier. Mais ce qu'il faisait n'était pas légal, famille ou non. J'ai refusé de porter plainte cette nuit-là, une décision que je reconsidérerai plus tard. Connor a été escorté hors de ma propriété avec un avertissement, et j'ai été laissé une fois de plus à gérer les conséquences émotionnelles du comportement de plus en plus désespéré de ma famille. Le lendemain, j'ai appelé Thomas, mon ami avocat, et lui ai expliqué la situation. Ses conseils étaient directs et exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tu as besoin d'une ordonnance d'éloignement, Caitlin. Ce schéma de comportement s'intensifie. Les visites inattendues, la confrontation au travail, l'abandon d'enfants sans permission, et maintenant une tentative d'effraction en pleine nuit. Ce ne sont pas les actions de personnes qui ont tes meilleurs intérêts à cœur. Je savais qu'il avait raison. Autant une petite partie de moi aspirait encore à la famille que je pensais avoir en grandissant, autant je devais me protéger. L'ordonnance d'éloignement a été accordée en quelques jours, sur la base des preuves que j'avais soigneusement documentées, les messages vocaux, les rapports de police, les images de la caméra de sécurité. Ma famille avait légalement l'interdiction de me contacter ou de s'approcher à moins de 100 mètres de ma maison ou de mon lieu de travail. Le soulagement que j'ai ressenti était immense, mais teinté de tristesse. Cela n'aurait pas dû en arriver là. Les familles étaient censées se soutenir, pas se terroriser. Pendant quelques semaines après la signification de l'ordonnance d'éloignement, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de visites inattendues, pas de tentatives de manipulation. J'ai commencé à me détendre, pensant qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. J'aurais dû me douter de quelque chose. Ils n'avaient pas abandonné. Ils s'étaient simplement retirés pour se regrouper et planifier leur prochain coup, un coup qui se révélerait bien plus calculé et potentiellement dévastateur que tout ce qu'ils avaient essayé auparavant. Quand je repense à cette période de fausse sécurité, je m'émerveille de ma propre naïveté. Je croyais que des barrières légales arrêteraient des gens qui avaient déjà démontré qu'ils n'avaient aucun respect pour les limites normales. Je pensais que le pire était passé alors qu'en réalité, je n'avais pas encore découvert jusqu'où ils étaient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai vécu de nombreuses situations difficiles dans ma vie, mais rien ne se compare à la prise de conscience des profondeurs auxquelles votre propre famille peut sombrer pour profiter de vous. La période de calme n'était pas la fin de leur campagne, c'était simplement le calme avant une tempête qui mettrait à l'épreuve les limites de ma résolution et me forcerait à affronter des vérités que j'avais évitées pendant des années. L'ordonnance d'éloignement a semblé fonctionner pendant environ 3 semaines. 3 semaines de silence bienheureux pendant lesquelles j'ai pu me concentrer sur la reconstruction de mon sentiment de sécurité et d'intimité. J'ai changé toutes mes serrures,
installer un système de sécurité complet et commencer une thérapie pour traiter le traumatisme émotionnel de la trahison de ma famille. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même, à retrouver la paix que j'avais ressentie en emménageant pour la première fois dans la maison de tante Patricia. Puis les attaques indirectes ont commencé. D'abord, il y a eu les rumeurs. Par le biais de connaissances communes et de vieux amis de la famille, j'ai appris que ma mère et ma sœur propageaient des histoires sur moi, chacune plus extravagante que la précédente. Selon elles, j'avais fait une dépression nerveuse après la mort de tante Patricia. J'étais instable et paranoïaque, imaginant des menaces là où il n'y en avait aucune. L'ordonnance d'éloignement était présentée comme un symptôme de ma santé mentale déclinante plutôt que comme une protection nécessaire contre le harcèlement. J'ai croisé Evelyne à l'épicerie, m'a dit mon ancienne professeure de lycée, Madame Bennett, lors d'une rencontre fortuite. Elle est si inquiète pour toi, ma chère. Elle a dit que tu agissais de manière erratique depuis le décès de ta tante. Puis-je faire quelque chose pour t'aider? Des conversations similaires se sont produites à plusieurs reprises, chacune révélant un autre fil du récit que ma famille tissait. J'étais dépeinte alternativement comme mentalement malade, dangereusement égoïste, ou sous l'influence d'amis toxiques qui m'avaient retourné contre ma famille aimante. Le plus troublant, c'étaient les affirmations concernant l'héritage de tante Patricia. Selon la version de ma famille, Patricia avait promis la maison à nous tous collectivement. J'avais d'une manière ou d'une autre manipulé la situation, soit en contrôlant Patricia dans ses dernières années, soit en interférant avec son testament. Les détails variaient selon la personne qui racontait l'histoire, mais la conclusion restait la même, j'avais volé un héritage familial qui nous appartenait de droit à tous. Tu sais, je ne crois jamais à de telles bêtises, m'a assuré Rachel lors d'un dîner un soir. Mais ils sont très convaincants pour les gens qui ne connaissent pas toute l'histoire. Madison a même pleuré en racontant à ma cousine comment tu as profité de la confusion de Patricia vers la fin. J'ai soupiré, repoussant mon plat à peine touché. Patricia n'était pas confuse. Elle était lucide jusqu'à la toute fin. L'avocat peut le confirmer. Je sais, mais il crée un récit qui a du sens pour les étrangers. La fille avide qui a abandonné sa famille en difficulté, puis qui est intervenue pour voler un héritage. Les gens aiment croire le pire, surtout à propos des femmes qui réussissent. Elle avait raison, et cette prise de conscience me rendit malade. Ma réputation soigneusement bâtie, tant personnelle que professionnelle, était systématiquement sapée. Des clients ont commencé à annuler des réunions avec des excuses vagues. Les invitations à des événements sociaux se sont raréfiées. Même certains de mes collègues semblaient me voir différemment, leurs interactions devenant plus formelles, moins amicales. La famille avait trouvé un moyen de contourner l'ordonnance d'éloignement. Ils ne pouvaient pas me contacter directement, mais ils pouvaient empoisonner le puits de ma communauté contre moi. J'étais en train d'expliquer ce dernier développement à Thomas lors de notre dîner hebdomadaire lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de mon système de sécurité. Quelqu'un était à ma porte d'entrée. J'ai vérifié le flux de la caméra pour voir Maître Harmon, l'avocat de tante Patricia, debout sur mon porche, l'air troublé. « Je dois prendre ça », ai-je dit à Thomas, me dirigeant déjà pour ouvrir la porte. L'expression de Maître Harmon était grave alors que je l'invitais à entrer. « Je m'excuse pour la visite impromptue, Caitlin, mais j'ai pensé que vous devriez savoir cela immédiatement. Votre famille a contacté mon cabinet à plusieurs reprises, faisant des allégations plutôt sérieuses. » Mon estomac se noie. Quel genre d'allégations? Ils contestent la validité du testament de Patricia. Ils prétendent qu'elle n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses dernières dispositions. Ils suggèrent également que vous avez exercé un abus de faiblesse sur ses décisions. C'est ridicule. Vous la rencontriez régulièrement. Vous savez qu'elle était complètement lucide. Il a hoché la tête, enlevant ses lunettes pour les nettoyer, une habitude nerveuse que j'avais remarquée lors de la lecture du testament. Bien sûr que je le sais. Et mes notes ainsi que l'exécution en bonne et due forme du testament devraient rendre leur contestation infructueuse. Mais ils sont assez persistants, et malheureusement, les contestations de testament peuvent être compliquées et longues, même lorsqu'elles n'ont aucun fondement. Ils font ça pour muser, dis-je doucement, la prise de conscience s'installant lourdement dans ma poitrine. Ils pensent que s'ils rendent ma vie assez difficile, je céderai juste pour que ça s'arrête. Maître Harmon a remis ses lunettes, son expression compatissante. Ce serait aussi mon évaluation. Pour ce que ça vaut, je ne crois pas qu'ils aient un cas légitime, mais ils peuvent certainement créer des complications et du stress en attendant. Après son départ, j'ai expliqué la situation à Thomas,
dont l'expertise juridique était en droit des sociétés plutôt qu'en droit des successions, mais qui comprenait néanmoins les implications. Ils intensifient, a-t-il dit, sa voix tendue d'inquiétude. Il ne s'agit plus seulement d'avoir accès à la maison. Ils essaient de vous la prendre complètement. Le lendemain matin apporta une autre mauvaise surprise. Mon patron m'a appelé dans son bureau dès mon arrivée au travail. « Caitlin, j'ai reçu des appels préoccupants à votre sujet », a dit Martin, l'air mal à l'aise. Normalement, je n'accorderai pas beaucoup de crédit aux rapports anonymes, mais leur volume devient difficile à ignorer. Des rapports anonymes sur quoi? Des affirmations selon lesquelles vous êtes instable, que vous avez maltraité des membres de votre famille, que vous avez obtenu une propriété de manière frauduleuse. Évidemment, ces allégations ne correspondent pas à la Caitlin Reynolds que je connais, mais je dois vous demander s'il se passe quelque chose qui pourrait affecter la réputation de notre cabinet. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que perdre mon sang-froid ne ferait que renforcer le récit de elle, instable. Au lieu de cela, j'ai calmement expliqué la situation, montrant à Martin les documents de l'ordonnance d'éloignement et proposant de le mettre en contact avec Maître Harmon pour vérifier la légitimité de mon héritage. Je gère la situation, l'ai-je assuré. Mais je veux que vous sachiez que ces affirmations font partie d'une campagne de harcèlement. Ma famille se venge parce que je ne les ai pas laissés emménager dans ma maison sans permission. Martin a semblé soulagé par mon calme et ma transparence. Cela me suffit. J'avais juste besoin d'entendre votre version. Pour ce que ça vaut, je pense que vous gérez une situation difficile avec un professionnalisme remarquable. Son soutien signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer, une rare lueur d'espoir dans le paysage de plus en plus sombre de ma vie. Mais même avec le soutien de Martin, l'environnement de travail est devenu tendu. Les clients continuaient d'annuler. Les collègues chuchotaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Les rumeurs faisaient exactement ce que ma famille voulait, m'isoler, nuire à ma crédibilité, me rendre vulnérable. Le stress a commencé à affecter ma santé. J'ai développé de l'insomnie, restant éveillé pendant des heures, m'inquiétant de la nouvelle attaque qui pourrait survenir. J'ai perdu du poids, la nourriture se transformant en cendres dans ma bouche. Mon apparence professionnelle, normalement parfaite, a commencé à se dégrader, des cernes sous les yeux, des vêtements plus amples sur ma silhouette. Dans mes moments les plus paranoïaques, je me demandais si cette détérioration physique ne jouait pas en leur faveur, me faisant ressembler exactement à la personne instable qu'ils décrivaient aux autres. Tu ne peux pas continuer comme ça, a insisté Rachel après que je me sois presque endormi à sa table un soir. Ils sont en train de te détruire, et tu les laisses faire. Quel choix ai-je? Je ne peux pas les empêcher de parler aux gens. Non, mais tu peux riposter. Pas seulement légalement, bien que ce soit important aussi. Tu dois te réapproprier ton récit, et tu dois découvrir exactement ce qu'il prévoit. Elle avait raison. J'avais joué en défense, réagissant à chaque nouvelle attaque plutôt que de prendre les devants. Il était temps d'être proactive, d'arrêter le siège avant qu'il ne perce mes dernières défenses. Le lendemain, j'ai pris une journée personnelle au travail et j'ai rencontré Thomas et un détective privé qu'il m'a recommandé. Cela semblait extrême, mais la situation était devenue extrême. Si ma famille était prête à contester un testament légitime et à répandre des rumeurs vicieuses pour obtenir ce qu'elle voulait, je devais savoir de quoi d'autre elle pourrait être capable. Je devais comprendre toute l'étendue de ce à quoi je faisais face. Découvrez tout, ai-je demandé au détective, un ancien policier nommé Michael Blake. Leur situation financière, leurs déplacements, leur communication, si possible. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Compris, a-t-il répondu en prenant des notes. Les situations familiales peuvent vite mal tourner. Il vaut mieux avoir toutes les informations. En rentrant chez moi ce soir-là, émotionnellement épuisé mais sentant que j'avais enfin pris des mesures constructives, je n'ai pu m'empêcher de réfléchir à la façon dont ma vie avait radicalement changé en quelques mois seulement. Du contentement paisible dans ma maison héritée à ce cauchemar permanent de trahison et de manipulation familiale. La maison qui avait semblé être une telle bénédiction me semblait parfois une malédiction, le catalyseur qui révélait la vraie nature de mes relations familiales. Mais même dans mes moments les plus sombres, je n'ai jamais envisagé de céder à leurs exigences. Il ne s'agissait plus seulement de propriété. Il s'agissait de résister à des années de manipulation et d'exploitation. Il s'agissait de briser le cycle de violence psychologique qui avait défini nos dynamiques familiales depuis trop longtemps. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est à quel point j'étais proche de découvrir la véritable profondeur de leur tromperie.
Le détective privé allait bientôt livrer des informations qui changeraient tout le paradigme de notre conflit, révélant que la maison n'était que le début de ce qu'ils voulaient de moi et que leur désespoir provenait de sources bien plus sombres que je ne l'avais imaginé. Alors que ce drame familial s'est déroulé, j'ai réalisé combien d'autres ont vécu des trahisons similaires. Si vous regardez ceci et que vous vous identifiez à une partie de mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur de la trahison familiale est plus profonde que toute autre. Pendant que je prends un moment pour me ressaisir avant de continuer, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont essayé de profiter de votre succès. Laissez un commentaire ci-dessous, et soutenons-nous mutuellement à travers ces expériences difficiles. Et si vous voulez voir comment cette histoire se résout finalement, assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la conclusion. L'appel de Michael Blake est arrivé seulement 3 jours après notre première rencontre. Son efficacité était impressionnante, bien que l'urgence dans sa voix suggéra que les informations qu'il avait découvertes ne pouvaient pas attendre. « Nous devons nous rencontrer en personne », a-t-il dit. « Aujourd'hui, si possible. » Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café d'un quartier éloigné de mes habitudes, un endroit où ma famille ne penserait pas à me chercher. Michael est arrivé avec un dossier épais sous le bras, son expression sombre. « La situation financière de votre famille est nettement pire qu'il ne le laisse paraître », a-t-il commencé, ouvrant le dossier pour révéler des relevés bancaires, des rapports de crédit et des documents juridiques. Votre sœur Madison et son mari, Derek, ont accumulé des dettes de jeu s'élevant à près de 120 000 $. Ils ont emprunté auprès de prêteurs à taux d'intérêt élevés pour couvrir les paiements minimums, mais ils sont sous l'eau et coulent rapidement. J'ai regardé les documents, essayant de traiter cette information. Madison avait mentionné des difficultés financières, mais des dettes de jeu? C'était inattendu. Et ma mère? Michael a tourné une autre section du dossier. Evelyn Reynolds a refinancé sa maison 3 fois au cours des 4 dernières années. Elle a retiré presque toute la valeur nette et a 3 mois de retard sur les paiements. La banque a engagé une procédure de pré-saisie. Et Connor? 2 conduites en état d'ivresse au cours de la dernière année, entraînant des frais de justice importants. Il a également une ex-petite amie qui a demandé une pension alimentaire pour un fils de 2 ans. La paternité a été confirmée, et il a déjà 8 000 $ d'arriérés. Je me suis assise, stupéfaite. Connor a un enfant? Je n'en avais aucune idée. Il y a plus, a poursuivi Michael, son ton devenant encore plus sérieux. Au cours de mon enquête, j'ai parlé à plusieurs connaissances des membres de votre famille sous le prétexte d'être un conseiller financier. Plusieurs personnes ont mentionné que votre famille a dit à tout le monde qu'ils emménageaient dans la maison de Patricia pas pour une visite, pas pour un séjour temporaire, mais pour y emménager de façon permanente. Cela correspondait à ce que j'avais déjà vu, mais Michael n'avait pas fini. Hier, j'ai réussi à parler à Jenna Miller, qui a travaillé avec Madison à son dernier emploi. Selon Jenna, Madison planifiait ce déménagement depuis des mois, depuis qu'elle avait appris votre héritage. Elle a spécifiquement dit à Jenna qu'ils avaient l'intention d'établir leur résidence dans votre maison. Établir leur résidence? Qu'est-ce que cela signifie exactement? En termes juridiques, cela signifie créer une situation où ils seraient considérés comme des locataires plutôt que des invités. La loi de l'Oregon offre des protections importantes aux locataires, rendant l'expulsion un processus long et compliqué, même lorsqu'aucun loyer n'a été payé. S'ils avaient réussi à emménager et à établir leur résidence, vous auriez pu être obligé de passer par une procédure d'expulsion formelle pour les faire partir. Le café devint amer dans ma bouche alors que j'absorbais cette information. Leur plan avait été plus calculé que je ne l'avais imaginé. Ils n'avaient pas seulement essayé d'emménager de manière opportuniste, ils avaient recherché et planifié une occupation stratégique de ma maison qui serait difficile à inverser une fois accomplie. Il y a une dernière chose que vous devriez voir, dit Michael, sortant un petit sac de preuves contenant ce qui ressemblait à des copies de clés. Celles-ci ont été trouvées dans la voiture de Derek lors de ma surveillance. Elles semblent être des copies de vos clés de maison. Mon sang se glaça. Comment aurait-il pu obtenir des copies de mes clés? Ce n'est pas clair, mais cela suggère qu'ils ont pu avoir accès à votre maison avant l'incident du camion de déménagement. Après avoir rencontré Michael, je suis rentré directement chez moi, l'esprit en ébullition. S'ils avaient des copies de mes clés, ils auraient pu entrer dans ma maison pendant que j'étais au travail. La pensée me fit frissonner. Depuis combien de temps cela durait-il? Que avait-il fait à l'intérieur de ma maison? Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise un moment, regardant la maison qui était devenue le centre de ce cauchemar. Puis j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel.
Ma poubelle de recyclage avait été déplacée de son emplacement habituel à côté du garage. C'était le jour de la collecte, mais le camion était déjà passé dans notre quartier ce matin-là. Suivant une intuition, je suis sorti et j'ai vérifié la poubelle. À l'intérieur, enfoui sous du courrier indésirable et des contenants vides, j'ai trouvé l'impression d'un article juridique intitulé « Établir les droits des squatteurs en Oregon ». Plusieurs passages étaient surlignés, y compris des informations sur la prescription acquisitive et les droits des locataires. Ils avaient été dans ma maison aujourd'hui. Pendant que je rencontrais Michael. J'ai immédiatement appelé un serrurier, demandant un service d'urgence pour changer chaque serrure de la maison. En attendant leur arrivée, j'ai effectué une fouille approfondie de ma maison, à la recherche de toute autre preuve d'intrusion ou de manipulation. Dans mon bureau à domicile, j'ai découvert qu'un dossier manquait sur mon bureau, celui contenant les documents d'assurance liés à la maison. Dans la chambre d'amis, la porte du placard était légèrement entr'ouverte, alors que je me souvenais distinctement l'avoir fermée la veille. De petits signes, facilement négligés individuellement, mais qui, collectivement, dressaient un tableau troublant d'un accès non autorisé continu. Le serrurier est arrivé en moins d'1 heure et a changé chaque serrure extérieure, me fournissant les seules clés des nouvelles serrures. J'ai également appelé ma société de sécurité pour mettre à niveau mon système, en ajoutant des détecteurs de mouvement et des caméras intérieures. Le sentiment de violation était profond, mais au moins, je prenais des mesures concrètes pour me protéger. Le lendemain matin, j'ai rendu visite à Madame Finlay, espérant qu'elle aurait pu remarquer une activité suspecte autour de ma maison pendant mon absence. « Oh, ma chère, dit-elle lorsque je lui ai expliqué mes préoccupations, son visage ridé se plissant d'inquiétude. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais je ne voulais pas vous alarmer inutilement. Me dire quoi, Madame Finlay? Votre sœur, Madison, c'est bien ça? Elle est venue régulièrement. Toujours quand votre voiture n'était pas là. Je supposais que vous étiez au courant. Elle est venue chez moi quand je n'étais pas là? À quelle fréquence? Au moins 2 fois par semaine depuis 1 mois environ. Parfois avec son mari, parfois avec votre mère. Ils avaient toujours une explication pour déposer des choses pour vous ou récupérer des objets que vous aviez demandés. Mon cœur se serra. Madame Finlay, je ne leur ai jamais demandé de déposer ou de récupérer quoi que ce soit. Ils vous ont menti. Son expression passa de l'inquiétude à l'indignation. Eh bien, ça alors. Il semblait si convaincant, surtout votre mère. Elle m'a dit que vous aviez des difficultés suite au décès de votre tante, a dit que vous oubliez parfois les conversations ou les arrangements que vous aviez pris. La manipulation était d'une audace à couper le souffle. Ils avaient systématiquement mis en place un récit de mon instabilité mentale, non seulement avec des connaissances et des collègues, mais aussi avec ma propre voisine, espérant probablement l'utiliser comme témoin si leur plan de résidence aboutissait à une procédure judiciaire. Il y a autre chose, ajouta Madame Finlay avec hésitation. La semaine dernière, une agente immobilière est passée vous demander. Quand j'ai dit que vous étiez au travail, elle a semblé confuse. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous avec la famille Reynolds pour mettre la propriété en vente. Une agente immobilière? Avez-vous eu son nom ou une société? Je crois que sa carte est dans le tiroir de ma cuisine. Un instant. Madame Finlay est revenue avec une carte de visite pour Alicia Martinez, agente immobilière. J'ai immédiatement reconnu le nom. Alicia était une concurrente d'une autre agence que j'avais rencontrée lors d'événements de l'industrie. Je l'ai appelée depuis le téléphone de Madame Finlay, en m'identifiant et en l'interrogeant sur le prétendu rendez-vous. Caitlin. Oui, j'étais assez confuse lorsque j'ai visité votre propriété la semaine dernière. Une femme se prétendant être Evelyn Reynolds avait appelé pour discuter de la mise en vente potentielle de la maison. Elle a dit que la famille en avait hérité collectivement et cherchait à vendre rapidement. Quand je suis arrivé et que personne n'était là, j'ai supposé qu'ils avaient oublié notre rendez-vous. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Non seulement ma famille avait tenté d'emménager sans permission, non seulement ils étaient entrés secrètement dans ma maison pendant des semaines, mais ils avaient en fait entamé des démarches pour vendre ma maison juste sous mon nez. J'ai remercié Alicia pour l'information et me suis excusé pour la confusion, expliquant brièvement qu'il y avait eu un malentendu sur l'héritage. Après avoir raccroché, je me suis assise avec Madame Finlay, essayant de traiter cette dernière révélation. Je me sens terriblement mal, dit-elle en me tapotant la main. Patricia m'a toujours dit de faire attention à votre mère. Elle disait qu'elle avait une façon de tordre les situations à son avantage. J'aurais dû être plus vigilante. Ce n'est pas votre faute,
Madame Finlay. Ils sont très doués pour la manipulation. Ils ont des années de pratique. Après avoir quitté Madame Finlay, je me suis rendu directement au bureau de Thomas, contournant sa secrétaire avec une brève explication sur une urgence. Il a levé les yeux de son bureau, l'inquiétude traversant immédiatement son visage en voyant mon expression. Ils ont prévu de vendre ma maison, lui ai-je dit sans préambule. Ils y sont entrés sans permission pendant des semaines. Ils ont contacté une agente immobilière en prétendant avoir l'autorité de mettre la propriété en vente. L'expression de Thomas s'assombrit. C'est de la fraude. De la fraude criminelle. Ce n'est plus seulement un différend familial. Je sais. Et j'en ai fini de jouer en défense. J'ai besoin de connaître toutes mes options légales, non seulement pour les tenir à l'écart de moi, mais aussi pour les tenir responsables de ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter de la stratégie, Thomas consultant occasionnellement des collègues experts en droit pénal et en fraude immobilière. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'avais un plan d'action clair, un plan qui non seulement me protégerait à l'avenir, mais qui pourrait potentiellement entraîner des conséquences suffisamment graves pour mettre fin définitivement à leur campagne contre moi. La découverte la plus troublante, cependant, est survenue ce soir-là. Alors que je nettoyais ma maison de fond en comble, essayant de me réapproprier mon espace après leur invasion, j'ai trouvé un petit carnet coincé entre les coussins de mon canapé de salon. Ce n'était pas le mien. Le carnet contenait des listes, des calculs et des notes de l'écriture de Madison. La plupart étaient des chiffres financiers, calcul du prix de vente potentiel de la maison, taux de commission, comment les produits pourraient être divisés. Mais sur la dernière page, il y avait quelque chose qui me glaça le sang, une chronologie grossière intitulée « Plan d'éloignement de Caitlin ». La chronologie détaillait les étapes déjà franchies, copier les clés, repérer la disposition de la maison, contacter l'agent pour évaluation, rechercher les exigences de résidence, mais elle incluait également des plans futurs, emménager progressivement les articles essentiels, établir la livraison du courrier, et, le plus troublant, stratégie de médication. Ce que, stratégie de médication, pouvait bien signifier dans ce contexte, je ne voulais pas l'imaginer, mais l'implication était claire. Leur plan aurait pu aller au-delà de la simple prise de ma maison. Ils auraient pu comploter quelque chose de bien plus sinistre. J'ai photographié chaque page du carnet avant de le placer dans un sac scellé comme preuve. Puis j'ai appelé Michael Blake pour signaler cette nouvelle découverte. Sa réponse fut immédiate et grave. Ne restez pas dans cette maison ce soir. Allez à un hôtel ou chez un ami. Nous ne savons pas jusqu'où ils sont prêts à aller. J'ai passé cette nuit-là à l'appartement de Rachel, le carnet en sécurité dans son coffre-fort personnel. Le sommeil m'a fui alors que je luttais avec la réalité que ma propre famille aurait pu comploter non seulement pour voler ma maison mais potentiellement pour me faire du mal dans le processus. Le lendemain matin, avec le soutien indéfectible de Rachel, j'ai pris une décision. Il était temps d'arrêter de réagir au mouvement de ma famille et de commencer à faire les miens. Temps de rassembler toutes les preuves, de construire un dossier irréfutable et de prendre des mesures décisives qui mettraient fin à leur campagne une fois pour toutes. Ce qui avait commencé comme une découverte choquante de membres de la famille essayant d'emménager dans ma maison avait évolué vers quelque chose de bien plus sombre, une conspiration coordonnée pour me frauder, potentiellement me mettre en danger et voler ce qui m'appartenait de droit. Le temps des demi-mesures et de la retenue était révolu. Ma famille avait déclaré la guerre, et j'étais enfin prête à me battre avec tout ce que j'avais. La première étape de ma contre-attaque fut une documentation complète. Chaque message vocal, chaque SMS, chaque élément de preuve devait être organisé et conservé. Rachel m'a aidé à créer un registre chronologique de toutes les interactions avec ma famille depuis la mort de tante Patricia, y compris les dates, les heures, les témoins et les preuves à l'appui, le cas essai. Et la documentation, c'est le pouvoir, m'a-t-elle rappelé alors que nous travaillions tard dans la nuit, surtout quand on a affaire à des gens qui mentiront et manipuleront pour obtenir ce qu'ils veulent. Les mises à niveau de sécurité de ma maison ont été achevées le lendemain, un système sophistiqué avec détection de mouvement, enregistrement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et des capacités de surveillance à distance. Chaque entrée était couverte, y compris les fenêtres et la porte arrière précédemment vulnérables. J'ai également engagé un professionnel pour rechercher des dispositifs d'écoute ou des caméras cachées qu'ils auraient pu planter lors de leurs entrées non autorisées. Mon prochain arrêt fut le bureau de Maître Harmon pour discuter plus en détail du testament de tante Patricia, en particulier de toute information qu'il pourrait avoir sur les raisons pour lesquelles elle avait choisi de tout me léguer plutôt que de le diviser entre les membres de la famille. Patricia était très claire sur ses volontés, m'a-t-il assuré,
sortant ses notes de leur réunion. Elle a mis à jour son testament 3 fois au cours des 5 années précédant sa mort. La première version, rédigée peu après le début de votre conflit familial, incluait en fait de petits legs à votre mère et à vos frères et sœurs. Qu'est-ce qui a changé? Selon mes notes, Patricia s'est inquiétée de leurs intentions. Elle a mentionné que votre mère avait commencé à l'appeler régulièrement après des années de contact minimal. Elle a trouvé cet intérêt soudain pour son bien-être suspect, surtout lorsque ces appels se tournaient inévitablement vers des discussions sur la maison de Patricia et ses affaires financières. Il a feuilleté son carnet, trouvant une entrée spécifique. La voici. Le 12 octobre, il y a 3 ans. Patricia a dit, Evelyne m'a demandé si j'avais récemment mis à jour mon testament, puis a suggéré que je devrais envisager de laisser la maison à la famille collectivement puisque Caitlin s'en sort si bien financièrement et n'en a pas besoin. Elle a été assez perturbée par cette présomption. Ça ressemble bien à ma mère, dis-je d'un air sombre. La version finale du testament, signée 8 mois avant sa mort, incluait un langage très spécifique sur ses raisons de tout vous léguer. Elle voulait s'assurer que ses volontés ne pourraient pas être mal interprétées ou contestées avec succès. Maître Harmon me tendit une enveloppe scellée. Patricia a également laissé ceci avec moi pour vous être remis si quelqu'un contestait le testament. Je crois que c'est maintenant le moment approprié. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite dans l'élégante écriture de tante Patricia. Ma chère Caitlin. Si tu lis ceci, c'est que quelqu'un, probablement ta mère, conteste ma décision de te léguer ma succession. Je veux que tu saches que ce choix a été fait avec une clarté d'esprit et d'intention totale. Ta gentillesse envers moi au fil des ans a signifié plus que tu ne le sais. Tu ne me rendais pas visite par obligation ou attente, mais par affection sincère. Nos conversations sur les livres, les voyages et la vie ont été des moments lumineux dans mes dernières années. Je t'ai vu construire ta carrière par le travail acharné et l'intégrité, sans jamais demander l'aumône ni prendre de raccourcis. L'indépendance que tu as montrée face à la pression familiale est admirable. J'ai également observé le comportement de ta mère et de tes frères et sœurs au fil des ans. Leur intérêt soudain pour mon bien-être a coïncidé de manière suspecte avec mon diagnostic, bien que je n'ai parlé de mes soucis de santé à personne d'autre qu'à toi. Le schéma est familier, le même schéma qui m'a conduite à prendre mes distances avec eux il y a des années. Cette maison a été mon sanctuaire. Je veux qu'elle soit le tien maintenant, un endroit où tu pourras trouver la paix et la stabilité que ta famille ne t'a jamais fournie. Ne les laisse pas te prendre cela. Ne les laisse pas te faire douter de toi-même. Avec amour et confiance. Patricia. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lisais ces mots. Même d'outre-tombe, tante Patricia veillait sur moi, comprenant la dynamique familiale mieux que je ne l'avais fait moi-même. Cette lettre est une preuve puissante de ses intentions, dit doucement Maître Harmon. Combiné à mes notes et au testament dûment exécuté, je crois que toute contestation échouera finalement, mais cela peut prendre du temps et être émotionnellement épuisant. Je suis prête pour cela, les jeux assurés, remettant soigneusement la lettre dans son enveloppe. J'ai besoin d'une autre chose de votre part, si possible. La documentation de toutes les tentatives que ma famille a faites pour vous contacter au sujet du testament, en particulier toute fausse déclaration sur leur relation avec Patricia ou toute affirmation sur son état mental. Il a hoché la tête. Je vais demander à mon assistante de compiler tout ce que nous avons. Je suppose que c'est pour une action en justice potentielle au-delà de la simple défense du testament. Oui. Ce qu'ils ont fait va au-delà d'un simple litige successoral. Armé de la lettre de Patricia et de la promesse de documentation supplémentaire de la part de Maître Harmon, je suis passé à la phase suivante de mon plan, construire un dossier juridique. Thomas m'avait référé à Catherine Walsh, une avocate spécialisée en fraude successorale et en litige de propriété familiale. Ce que votre famille a tenté de faire constitue plusieurs infractions pénales, a expliqué Catherine lors de notre première consultation. Violation de domicile, fraude, tentative de détournement de biens, et peut-être même complot et abus de faiblesse s'il manipulait Patricia avant sa mort. Je ne veux pas nécessairement les envoyer en prison, ai-je admis. Je veux juste qu'ils arrêtent et qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actes. Comprendre votre moyen de pression est important, même si vous choisissez de ne pas l'utiliser pleinement, a-t-elle répondu. La menace de poursuite pénale peut être un puissant facteur de motivation pour un règlement qui inclut le retrait permanent de votre vie. Catherine m'a conseillé de continuer à rassembler des preuves pendant qu'elle préparait les dossiers juridiques potentiels. La preuve la plus convaincante viendrait du fait de les surprendre en train de tenter à nouveau d'entrer dans ma propriété ou de faire d'autres fausses déclarations sur la propriété. D'après ce que vous m'avez dit,
ils ont été persistants et ont intensifié leurs actions. Ils sont susceptibles de faire une autre tentative, surtout s'ils croient que vous êtes vulnérable ou absente. Cette conversation a conduit à l'élément le plus audacieux de mon contre-plan, une opération d'infiltration délibérée. Je créerai l'apparence d'un autre voyage d'affaires, faisant savoir par des canaux que ma famille pourrait surveiller que je serais absente pendant plusieurs jours. En réalité, je resterai à proximité, attendant qu'ils fassent leur mouvement. C'est risqué, a objecté Rachel lorsque j'ai expliqué le plan. Et s'ils font quelque chose de dangereux? C'est pourquoi nous aurons la police en attente, les jeux assurés. Et tu surveilleras les flux de sécurité à distance. Si quelque chose semble anormal, tu pourras alerter les officiers immédiatement. Les préparatifs ont pris près de 2 semaines. J'ai mentionné nonchalamment une prochaine conférence à Chicago lors de conversations avec des collègues qui avaient des liens avec ma famille. J'ai réservé des vols et un hôtel qui pouvaient être annulés sans frais. J'ai organisé des prises en charge visibles par des VTC qui suggéreraient un départ et une absence. Pendant ce temps, Catherine a rassemblé un dossier juridique complet sur les activités de ma famille. Michael Blake a poursuivi sa surveillance, documentant leurs déplacements et leurs conversations lorsque cela était possible. Thomas a tout examiné d'un point de vue stratégique, identifiant les faiblesses de notre approche et suggérant des améliorations. Le plan a été mis en œuvre un mardi matin. J'ai quitté ma maison avec des bagages, suis parti visiblement dans une navette d'aéroport, mais je me suis en fait enregistré dans un hôtel à seulement 20 minutes de chez moi. Rachel a installé un centre de commandement dans son appartement, surveillant mes caméras de sécurité et restant en contact avec les policiers en civil garés discrètement près de ma propriété. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour s'est déroulé de la même manière, avec seulement une brève apparition de Madison passant lentement en voiture devant la maison vers le crépuscule. Le troisième jour, je commençais à penser qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre découvert le piège. Puis, à 10h17 le jeudi, les alertes ont commencé à sonner. D'abord, Madison et Derek sont arrivés, se garant plus loin dans la rue plutôt que dans l'allée. Ils ont fait le tour de la propriété, regardant par les fenêtres et essayant les portes. Trouvant les serrures changées, ils ont passé plusieurs appels téléphoniques. 30 minutes plus tard, ma mère est arrivée avec Connor. Plus de discussions dans l'allée, plus d'essais de porte. Puis Connor a disparu à l'arrière de la maison. La caméra arrière l'a surpris en train d'essayer de forcer une fenêtre, tout comme il l'avait fait lors de sa visite nocturne des semaines auparavant. Il passe à l'action, a texté Rachel. La police est prête. Doivent-ils intervenir maintenant? Pas encore, ai-je répondu. Voyons jusqu'où ils vont. La réponse est venue rapidement. Connor a réussi à forcer une fenêtre qui avait été délibérément laissée avec une serrure défectueuse, faisant partie de notre piège. Le système de sécurité a enregistré les fractions mais était en mode silencieux plutôt que de déclencher une alarme sonore. Un par un, ils sont entrés par la fenêtre que Connor avait ouverte. Rachel m'a tenu au courant par SMS alors que la police se mettait en position. Une fois que les 4 membres de la famille étaient à l'intérieur de la maison, clairement documentés sur les caméras de sécurité, les officiers sont intervenus. Je suis arrivé juste au moment où ils étaient escortés à l'extérieur, leurs expressions passant du choc à la colère puis à la peur alors qu'ils réalisaient la profondeur du piège dans lequel ils étaient tombés. Madison m'a repéré la première, son visage se tordant de rage. « Tu nous as tendu un piège » a-t-elle crié. « C'est un coup monté. »« Non, Madison. »« Ce sont les conséquences » ai-je répondu calmement. Entrer par effraction dans ma maison une fois pourrait peut-être s'expliquer. Le faire à nouveau après des avertissements explicites et une ordonnance d'éloignement montre une intention claire. Les officiers leur ont lu leurs droits pendant que Catherine et Thomas arrivaient pour tout documenter d'un point de vue juridique. Ma mère a immédiatement changé de tactique, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'adressait aux officiers. Il y a eu un terrible malentendu. C'est une affaire de famille. Ma fille est malade, elle imagine des complots contre elle. Gardez ça pour vous, Madame Reynolds, a répondu l'officier en chef, impassible. Nous avons des preuves vidéo d'une entrée par effraction, et ce n'est pas le premier incident à cette adresse. Pendant qu'ils étaient en cours de traitement pour arrestation, Catherine s'est approchée de moi avec les derniers papiers à examiner. Ce sont les plaintes formelles, à la fois pénales et civiles. Une fois déposées, il n'y a pas de moyen facile de les retirer. Êtes-vous absolument certaine que c'est la voie que vous voulez suivre? J'ai regardé ma famille, les personnes qui auraient dû me soutenir et m'aimer inconditionnellement,
qui avait plutôt essayé de tout me prendre par la manipulation, les mensonges et maintenant, l'effraction. J'ai pensé à la lettre de tante Patricia, à sa confiance en moi, à son avertissement de ne pas les laisser me faire douter de moi-même. J'en suis certaine, dis-je en signant les documents d'une main ferme. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent vivre avec les conséquences. Alors qu'ils étaient conduits vers des voitures de police séparées, Connor a jeté un regard en arrière vers moi. Contrairement aux autres, son expression n'était ni en colère ni manipulatrice. Il avait l'air vaincu et, peut-être pour la première fois, sincèrement plein de remords. Nos yeux se sont croisés brièvement avant qu'il ne soit placé dans le véhicule. Ce moment me reviendrait plus tard, mais dans les suites des arrestations, je ne ressentais que soulagement et justification. Le siège était terminé. Mon contre-plan avait fonctionné. Les preuves étaient irréfutables, les conséquences juridiques inévitables. Après des mois de guerre psychologique, j'avais enfin gagné. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que la vraie victoire ne viendrait pas des procédures judiciaires ou des ordonnances d'éloignement. Elle viendrait de quelque chose de bien plus difficile et finalement plus gratifiant, récupérer non seulement ma maison et ma réputation, mais aussi ma compréhension de ce que la famille signifie vraiment. Les suites juridiques de l'opération d'infiltration se sont déroulées rapidement. Ma mère, Madison et Derek ont été accusés de multiples infractions, violation de domicile, violation d'une ordonnance d'éloignement, tentative de détournement de biens et complot en vue de commettre une fraude. Connor, en raison de son hésitation visible sur les images de sécurité et de sa coopération éventuelle avec les enquêteurs, a reçu des charges moins lourdes. Catherine avait eu raison sur un point, la menace de sanctions pénales graves était un puissant facteur de motivation. En quelques jours, leur avocat nous contactait au sujet d'un règlement potentiel. Ils accepteront des ordonnances d'éloignement permanentes, des aveux de culpabilité signés et des engagements juridiquement contraignants de ne plus jamais contester le testament de Patricia, m'a informé Catherine après une discussion préliminaire. En échange, ils demandent des charges réduites et aucune peine de prison. Qu'en pensez-vous, ai-je demandé, partagé entre le désir de justice et celui de mettre fin au cauchemar. Les aveux de culpabilité sont précieux. Ils rendront toute réclamation future contre vous pratiquement impossible à poursuivre. Les charges réduites entraîneraient toujours une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général, éventuellement des paiements de dédommagement pour votre détresse émotionnelle et vos frais de justice. Après mûre réflexion, j'ai accepté les termes du règlement avec une condition supplémentaire, un suivi psychologique obligatoire pour chacun d'eux, avec preuve de présence requise dans le cadre de leur mise à l'épreuve. Il ne s'agissait plus de punition à ce stade, mais de s'assurer qu'ils traitaient les problèmes sous-jacents qui avaient conduit à leur comportement. Le règlement a été finalisé en quelques semaines. Ma mère, Madison et Derek ont chacun reçu 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général et l'ordre de payer un dédommagement couvrant mes frais de justice. Connor a reçu 1 an de mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général. Tous ont accepté les ordonnances d'éloignement permanentes et les exigences de suivi psychologique. La résolution juridique a apporté un soulagement mais aussi un vide profond. J'avais gagné, mais à quel prix ? Les derniers fils qui me reliaient à mes parents de sang avaient été complètement coupés. La famille avec laquelle j'avais grandi, aussi dysfonctionnelle soit-elle, avait vraiment disparu. Il est normal de faire son deuil même s'ils vous ont fait du mal, m'a rappelé ma thérapeute, la docteure Winters, lors de notre séance après le règlement. Vous faites le deuil de la famille que vous auriez aimé avoir, pas des personnes qu'ils sont réellement. Ces mots ont résonné profondément en moi. Je faisais le deuil non pas de la perte de ma famille réelle, mais de la perte de la possibilité qu'ils puissent un jour devenir la famille dont j'avais besoin. Le règlement avait rendu cette possibilité plus lointaine que jamais. La guérison a commencé par la réappropriation de mon espace. J'ai engagé des entrepreneurs pour rénover la maison, changer les couleurs des murs, mettre à jour les luminaires et réorganiser les pièces. Chaque modification a aidé à exorciser l'énergie négative que ma famille avait introduite dans la belle maison de tante Patricia. J'ai planté un jardin commémoratif dans l'arrière-cour avec les fleurs préférées de Patricia, créant une retraite paisible où je pouvais me sentir connecté à sa mémoire. Alors que ma maison se transformait, mon cercle social aussi. Rachel, Thomas et plusieurs autres amis qui m'avaient soutenu pendant l'épreuve sont devenus des visiteurs réguliers. Les dîners du dimanche sont devenus une tradition, la salle à manger remplie de rires et d'affection sincère. Madame Finlay, initialement rongée par la culpabilité pour son rôle involontaire dans les stratagèmes de ma famille, est devenue un ajout bienvenu à ces rassemblements. Patricia serait si heureuse,
m'a-t-elle dit un soir alors que nous partagions le thé sur le porche. Elle a toujours voulu que cette maison soit remplie d'amour et de joie. La reprise professionnelle a pris plus de temps. Les rumeurs que ma famille avait répandues ont affecté mes relations avec les clients et ma réputation dans le secteur. Martin m'a soutenu tout du long, m'assignant à des projets d'équipe jusqu'à ce que je puisse reconstruire ma clientèle individuelle. Progressivement, grâce à un professionnalisme et des résultats constants, ma réputation s'est rétablie. 6 mois après le règlement, la vie avait pris une nouvelle normalité. Le drame juridique était derrière moi. La maison me semblait vraiment appartenir, et mes relations personnelles et professionnelles étaient florissantes. Puis est arrivée la lettre de Connor. Elle est arrivée par le biais du bureau de Catherine, respectant l'interdiction de contact direct de l'ordonnance d'éloignement. Manuscrite sur du simple papier ligné, elle ne ressemblait en rien aux communications manipulatrices que j'avais reçues de ma famille par le passé. Caitlin. Je sais que tu as toutes les raisons de jeter cette lettre sans la lire. Je ne t'en voudrais pas si tu le faisais, mais j'espère que tu m'accorderas ces quelques minutes de ton temps. Premièrement, je veux dire clairement et sans excuse, je suis désolé. Ce que nous t'avons fait était mal. Pas seulement les effractions et les mensonges sur la maison, mais les années précédentes. La façon dont nous t'avons traité quand tu n'as pas voulu donner l'argent à Madison, les choses que nous avons dites, tout cela était mal. Je suis en thérapie depuis 4 mois maintenant. C'était ordonné par le tribunal, mais c'est devenu quelque chose que j'apprécie. Mon thérapeute m'a aidé à reconnaître des schémas dans notre famille que je n'avais jamais remis en question auparavant, la manipulation, l'amour conditionnel, la façon dont maman nous a montés les uns contre les autres avec Madison comme l'enfant chéri et toi comme le bouc émissaire. Rien de tout cela n'excuse mes actions. J'ai fait des choix. J'ai participé à te faire du mal. Cette responsabilité est la mienne seule. Tu devrais aussi savoir que j'ai un fils. Il s'appelle Lucas, et il a 2 ans. Sa mère et moi ne sommes pas ensemble, mais j'essaie d'être un bon père. Le genre de père qui prend ses responsabilités, qui dit la vérité, qui brise les schémas néfastes au lieu de les perpétuer. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de relation. Je voulais juste que tu saches qu'au moins un membre de cette famille reconnaît le mal que nous avons causé et essaie de changer. Avec respect et regret. Connor. J'ai lu la lettre plusieurs fois, les émotions changeant à chaque lecture, scepticisme, colère, curiosité, espoir. J'en ai discuté avec la docteure Winters lors de notre session suivante, ne sachant pas comment répondre ni même s'il fallait répondre. Que vous dit votre intuition, a-t-elle demandé. Quelle pourrait être sincère. Connor a toujours semblé le plus mal à l'aise avec la dynamique familiale, même en y participant. Il était jeune lorsque les schémas ont été établis, plus influencé par maman et Madison que je ne le pensais. Et de quoi avez-vous peur si vous répondez? D'être manipulé à nouveau. D'ouvrir une porte qui devrait rester fermée. D'inviter à nouveau le chaos dans ma vie alors que j'ai enfin trouvé la paix. La docteure Winters a hoché la tête. Ce sont des préoccupations valides. À quoi pourrait ressembler une réponse prudente? Une qui reconnaît son effort sans s'engager à quoi que ce soit de plus. Après mûre réflexion, j'ai envoyé une brève réponse par le biais du bureau de Catherine. Connor. Merci pour ta lettre. J'apprécie les excuses et ton engagement dans le suivi psychologique. Briser les schémas familiaux est un travail difficile mais important. Je ne suis pas prête pour un contact direct ou une relation, mais je reconnais tes efforts pour prendre tes responsabilités. J'espère que tu continueras sur cette voie, surtout en élevant ton fils. Caitlin. C'était une petite ouverture, rien de plus. Mais cela semblait être le juste équilibre entre l'autoprotection et la reconnaissance de la possibilité de changement. Pendant ce temps, la vie a continué à évoluer de manière positive. J'ai été promu au travail, assumant plus de responsabilités et encadrant de nouveaux agents. Le jardin que j'avais planté en mémoire de Patricia a prospéré, attirant les papillons et les colibris qu'elle aurait adorés. Mon cercle d'amis s'est élargi, apportant des perspectives et des expériences diverses dans ma vie. 1 an après le règlement, j'ai créé la Fondation Patricia Reynolds, une petite organisation à but non lucratif dédiée à aider les jeunes adultes qui se sont éloignés de familles toxiques. La Fondation a fourni une aide au logement, des services de conseil et des liens communautaires pour ceux qui, comme moi, ont dû créer une famille à partir de rien. Je pense que c'est la meilleure utilisation possible de l'héritage de Patricia, a dit Maître Harmon lorsque j'ai partagé la nouvelle, créer quelque chose de beau et de curatif à partir d'une situation douloureuse.
la nouvelle de la fondation est parvenue à ma mère et à Madison, qui ont prévisiblement tenté de la présenter comme une preuve supplémentaire de ma vengeance envers la famille. Leurs efforts n'ont eu aucun succès. À ce moment-là, la vérité sur leurs actions était bien établie dans notre communauté. Leur influence avait diminué alors qu'elles faisaient face aux conséquences de leur choix. Connor, en revanche, a fait un don à la fondation par l'intermédiaire de son avocat, accompagné d'une note de soutien à sa mission. C'était un autre petit geste, un autre indice que peut-être une branche de mon arbre généalogique pourrait un jour porter des fruits plus sains. Le développement le plus inattendu est survenu 18 mois après l'effraction, lorsque Madame Finlay m'a présenté son petit-fils, Jacques, un doctorant en visite pour l'été. Nos conversations initiales sur l'architecture, son domaine, et l'immobilier, le mien, ont évolué vers l'amitié et finalement la romance. La chaleur, l'intégrité et l'intérêt sincère de Jacques pour les gens m'ont rappelé que la confiance était encore possible, même après une trahison. Lorsque Jacques a finalement rencontré Connor, le seul membre de la famille que j'avais prudemment autorisé à revenir dans ma vie avec des limites strictes et seulement un contact occasionnel, les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente surprenant. Tous deux étaient engagés à briser les cycles de dysfonctionnement dans leur famille. Tous deux appréciaient l'honnêteté et la responsabilité. Tous deux croyaient en la possibilité du changement, aussi difficile que soit le processus. En regardant en arrière maintenant sur le parcours depuis ce jour choquant où j'ai trouvé ma famille essayant d'emménager dans ma maison jusqu'à aujourd'hui, je suis frappé de voir à quel point les choses se sont déroulées différemment de ce que quiconque aurait pu prédire. La maison qui est devenue un champ de bataille s'est transformée en un véritable sanctuaire, non seulement pour moi mais pour la famille de cœur que j'ai construite. Ce que mes parents de sang ont essayé de prendre par la force est devenu quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu apprécier de toute façon, un foyer rempli d'amour sincère, de respect mutuel et de soutien inconditionnel. Madison et Derek ont finalement divorcé, leur relation n'ayant pas pu résister aux conséquences financières et juridiques de leurs actions. Ma mère a déménagé en Arizona, racontant apparemment à de nouvelles connaissances une version révisée de l'histoire familiale dans laquelle j'existe à peine. Certains schémas ne changent jamais. Le parcours de Connor a été différent. Après avoir terminé son suivi psychologique et sa mise à l'épreuve, il a trouvé un emploi stable et est devenu un père dévoué pour Lucas. Notre relation reste prudente, des SMS pour les anniversaires, des rencontres occasionnelles pour un café dans des lieux publics, toujours avec des limites claires. Ce n'est pas le lien fraternel étroit que certains pourraient imaginer, mais c'est honnête et respectueux, ce qui est plus que ce que je pensais autrefois possible. Madame Finlay est devenue la figure de grand-mère que je n'ai jamais eue, partageant les histoires de Patricia et en créant de nouvelles ensemble. Jacques et moi discutons de mariage, abordant la perspective avec la considération attentive de deux personnes qui comprennent à la fois la valeur et la fragilité des liens familiaux. La fondation Patricia Reynolds a dépassé ma vision initiale, aidant maintenant des dizaines de jeunes adultes chaque année qui se trouvent dans des situations similaires à la mienne. Chaque histoire de réussite, chaque personne qui construit une vie saine après un traumatisme familial, honore la mémoire de ma tante d'une manière qui me semble profondément juste. Si j'ai appris quelque chose de cette expérience, c'est que la famille ne se définit pas par le sang ou les documents légaux. Elle se crée par des choix. Des choix quotidiens d'être honnête, solidaire et gentil. De respecter les limites. De donner sans attendre en retour. D'aimer sans manipulation. Ma famille a essayé de me dire que je n'avais pas de famille, puis a tenté d'utiliser la « famille » comme justification pour prendre ce qui était à moi. L'ironie, c'est que leurs actions m'ont amené à découvrir ce que la famille signifie vraiment et à en construire une plus forte qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Avez-vous vécu la douleur de la trahison familiale ou la joie de créer une famille de cœur? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez envisager de vous abonner et de la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que la guérison est possible même après les plus profondes trahisons. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et souvenez-vous que la vraie famille est bâtie sur l'amour et le respect, pas sur l'obligation ou le sang. Aimez cette vidéo si vous croyez au karma et à la justice, et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles sur les dynamiques familiales, la trahison et, finalement, la guérison et la croissance. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et choisissez judicieusement votre famille.